Bonjour à tous, fans de Notre-Dame, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone dédié à l'actualité des Fighting Irish. Alors, mettons les pieds dans le plat, cet épisode ne sera pas un éloge funèbre, nous allons beaucoup nous plaindre, parce que comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast, ça n'a pas pu vous échapper, mais Notre-Dame n'a pas été retenue parmi les équipes qui seront en play-off. Nous avons beaucoup de choses à dire, de la frustration, de la déception, de la colère, beaucoup de colère, une colère teintée un petit peu de complotisme, enfin bref, vous verrez lors de cet épisode. Je ne vais pas présenter mes convives aujourd'hui, vous les connaissez, il s'agit de Léo et Christian. Mais tout d'abord, voilà, la première question que je vais leur poser, à commencer par Léo. Léo, quelle a été en fait ta réaction après le TV show d'ESPN? Qu'est-ce qui prédomine chez toi? La frustration, la colère, la déception? Comment as-tu vécu cette soirée et comment vas-tu? Ah bah, le choc, j'ai hésité entre fracasser mon ordinateur, jeter mon téléphone par la fenêtre. Enfin, c'était un choc incompréhensible. Quand je dis incompréhensible, on va en revenir en détail, mais au vu de ce qui s'est passé les dernières semaines avec les différents classements, que ce soit de la presse ou du comité depuis maintenant 5 6 semaines, on avait tout pour être serein vis-à-vis de ce classement final. Et moi, j'ai suivi les matchs des finales de conférence et je vous avoue que quand j'ai vu Texas Tech battre largement BYU et que le pourcentage de chance de Notre-Dame à être en playoff est passé à 85% plutôt qu'à 12 en cas de victoire de BYU, oui, j'étais plus serein. Et ensuite, derrière, quand j'ai vu que Georgia a allumé Alabama, je me suis dit que voilà, on allait en plus éventuellement avoir une petite marge et pas forcément faire le déplacement le plus compliqué en termes de classement. Et non, ça a été une bonne clim. Et ouais, je m'en souviendrai très longtemps. Ce soir, je porte mon maillot que j'ai acheté quand j'ai été à South Bend pour voir l'action finalement sur laquelle se sera arrêtée la saison, peut-être, cette quatrième tentative avec quelques secondes face à Texas A&M. Mais c'est le maillot que je porte d'habitude pour les matchs. Et je m'étais dit forcément qu'il y aurait encore un match et qu'on ferait encore un épisode. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous envoyais, voilà, on fera sûrement un épisode. Ça serait bien qu'on fasse un épisode avant le classement final pour donner un peu notre ressenti sur les derniers matchs, et ensuite on fera un épisode preview du tour de playoff. Et ben, au final, il n'y a pas de preview de tour de playoff, il n'y a même pas de preview de bowl. Donc voilà, c'était passé par plein d'émotions sur les 48 dernières heures, mais on a aussi eu, on va l'aborder rapidement dans le podcast, je pense, mais il y a la conférence de presse de notre athlétique directeur, Pete Bevaka, qui a eu l'occasion de s'exprimer au nom du programme, au nom et un peu dans le nom du coach sur comment ils ont vécu ce week-end et les conséquences possibles que ça va avoir. Donc, ça a été un petit peu ma réaction. Christian, tu nous disais que toi, tu as préféré éviter les réseaux sociaux, et je pense que ça a été une très bonne solution. J'aurais dû faire de même. Oui, ben il faut C'est se ce protéger. que j'allais te demander, pardon Christian, même son de cloche pour toi, qu'est-ce qui domine, la Ben là, déception ou la colère? là, c'est pas de la colère, mais là, on a un signal quand même que ce maillot-là nous porte la poisse, là. C'est la première chose parce que là, tu portais ce maillot-là et on a perdu. Et tu portes ce maillot-là la journée qu'on qu'on veut avoir notre place en playoff et on n'a pas notre place. Alors, la saison prochaine, je t'invite à laisser ce maillot dans Je retournerai faire un trip et j'achèterai un autre maillot pour l'occasion. on va le cacher là, pendant un certain moment. Non, on essaie d'en rire, mais oui, c'est pathétique ce qui s'est produit, puisque c'est purement politique. C'est purement politique, clairement des pressions d'ESPN, et je mets ça un petit peu dans la même lignée que c'est malheureux, mais le football de collège, dans les 10 dernières années, euh, je ne parle pas de la qualité du jeu, loin de là, mais tout ce qui était le côté folklore, le côté spectacle, les rivalités, l'importance, l'honneur, les différents codes qu'on retrouvait dans le football de collège, ben, tranquillement, il n'y a qu'une seule chose et c'est l'argent qui mène le monde. Et c'est un petit peu ce qu'on a vécu. J'inclus là-dedans l'embauche de Lane Kiffin comme head coach de LSU. C'est scandaleux. Tu sais, lorsqu'on regarde, pensez-y dans le sport, vous allez directement acheter, négocier durant la saison un coach
pour l'amener dans votre équipe. Et c'est pas n'importe quelle équipe, c'est votre rivalité numéro 2 LSU. Parce qu'Ole Miss, on s'entend, c'est Mississippi State numéro 1, mais LSU, c'est l'État voisin. Et vous vous gênez même pas de faire ça, de négocier des contrats durant la saison avec un coach qui va dans le mensonge. Et là, j'inclus là-dedans ce qu'on a vécu dans les dernières années, des explosions de conférences pour uniquement des raisons monétaires. Ça va dans la même logique. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se le dire, là, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. À la base, Notre-Dame n'avait qu'à gagner ces 2 foutus matchs contre Texas A&M et Miami et on n'aurait pas de discussion aujourd'hui. Malheureusement, puis ça fait partie du bilan de la saison, malheureusement, ça fait quelques années que le coaching staff de Marcus Freeman a de la difficulté à bien débuter sa saison. C'est pas nouveau, là. Des défaites dans le mois de septembre, des défaites qui font mal. On a de la misère. Marshall, NYU, on s'en souvient. On face s'en à des souvient. programmes en plus inférieurs dans lesquels il ne devrait pas y avoir de soucis. Et n'oublions jamais ce qu'on s'était dit dans des podcasts précédents. Même la saison dernière, je vous disais, Notre-Dame a joué les playoffs et c'est un avantage pour développer les joueurs qui suivent puisqu'ils ont droit à des pratiques additionnelles que d'autres équipes n'ont pas. Donc, ces joueurs-là étaient davantage prêts, en théorie, à débuter la saison. Et ils sont arrivés et l'attaque était prête, là, honnêtement. Dan Brock avait bien préparé. CJ Carr avait livré une très belle performance. Mais il y a une préparation dans la défense qui n'était pas là. On a laissé un coordonnateur défensif amener son style à lui, totalement inefficace, où est-ce qu'on s'est fait détruire. Il a fallu pratiquement l'asseoir dans une pièce et lui dire, écoute, si tu veux jouer comme ça et tu veux coacher comme ça, c'est la porte, mon ami, on va te virer. C'est un petit peu ce qui est arrivé. Chris Ash nous a coûté 2 grosses parties. Et le plus bel exemple, j'adore ce que Notre-Dame a fait en la suite de la saison, mais n'oublions jamais que lorsque Notre-Dame avait l'avantage et c'était facile, on sentait que Chris Ash avait tendance à recoacher et à refaire des appels comme en début de saison, ou un petit peu plus de zone, moins de pression. Et là, Notre-Dame donnait toujours des vilains touchés, des vilains touchdowns contre Pitt, notamment, on a vu ça. Stanford, où ce que je comprends que ce n'est pas l'unité numéro 1, c'est l'unité numéro 2, mais on a plus de talent que l'autre équipe. L'intensité n'était plus là et on voyait que la pression n'était plus là en défense. C'était le style de Chris Ash qui, on dirait qu'il cherchait à nous prouver encore une fois que son style peut fonctionner. On le sait que ça ne fonctionne pas. Fait qu'il nous a coûté 2 matchs. Notre-Dame ne peut que se blâmer. Ceci étant dit, lorsqu'on fait le choix de faire un classement, et on a lu toutes sortes d'imbécilités sur les réseaux sociaux. Sur le comment le ranking était fait. On ne regarde pas juste une partie un contre l'autre. Là. On regarde aussi comment les matchs se sont joués durant la saison. Et là, je vais faire juste un exercice, puis Augustin, je te laisse la parole par la suite. On revient souvent sur la joute qui s'est jouée entre Miami et Notre-Dame. Ben, savez-vous quoi? On va l'enlever de l'équation, cette joute-là, puisqu'on s'en sert pour déterminer c'est qui le champion. Fait qu'on retire la partie, si vous êtes d'accord avec moi, on l'enlève de l'équation. Ben, si on fait ça, Notre-Dame termine 10-1 et Miami termine 9-2. Ça finit là. Il n'y en a plus de débat. Si c'est ça, c'est la partie qui choisit, qui détermine c'est qui la meilleure équipe entre les deux. Ben, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y avait pas d'égalité entre les deux. Et voilà pourquoi Notre-Dame était classée devant Miami et devant l'Alabama. Et là, soudainement, la politique de ESPN et les militants de la SEC ont penché pour devancer Alabama sans aucune logique et sans aucune raison. Et là, tranquillement, on plaçait les pions et le clou final est arrivé. Je pense que c'est justement important de faire cette distinction parce qu'elle me semble, à moins quelques, on va dire, cas déviants, cas marginaux, elle est partagée, cette position, par tous les fans de Notre-Dame. Et j'ai l'impression aussi, d'une manière générale, par beaucoup d'observateurs du college football, c'est qu'à aucun moment on nie, comme tu l'as bien dit, Christian, nous aurions dû gagner ces 2 premiers matchs. À aucun moment on nie voilà, qu'on devait remporter ces matchs-là. Et c'est aussi pour cette raison que tous les fans de Notre-Dame n'auraient pas eu de problème. Après, ça serait toujours resté voilà, dans le jeu du débat et de l'argumentation. Mais on n'aurait eu aucun problème à être classé derrière Miami si le classement avait été cohérent depuis sa première publication. Or, il se trouve que les événements maintenant, depuis 6 semaines, le comité des playoffs sort 6 classements avant les playoffs. Et bah, on n'a jamais été dans la position dans laquelle nous sommes depuis maintenant euh, dimanche soir.
Et c'est ça que nous contestons. On ne conteste pas, à vrai dire, la comparaison avec du bilan face à Miami, j'ai presque envie de dire que c'est secondaire. Alors, on peut en débattre, on peut dire que notre bilan était meilleur. Moi, je pense que notre bilan est meilleur, même si Miami a remporté cette victoire-là face à nous au Hard Rock Stadium. Mais ça, c'est pas ce qui cause notre mécontentement. Ce qui fait que notre directeur athlétique a convoqué une conférence de presse pour se plaindre de l'ACC. Le problème, c'est tout ce qui s'est passé, ce que Christian qualifie de politique, ce qui s'est passé ces 48 dernières heures. C'est le processus. Comment se fait-il qu'une équipe qui était classée 9e avant la Rivalry Week, alors que Bama était 10e et Miami 12, a pu passer d'abord derrière Alabama après la Rivalry Week, alors qu'Alabama a eu toutes les peines du monde pour battre Auburn, qui joue sans coach et qui est une équipe médiocre. J'exagère un petit peu, mais c'est une mauvaise équipe. Mhm. Et comment se fait-il, après la finale de conf, que Miami n'a pas joué, hein. Je rappelle que la finale d'ACC, c'était Duke contre Virginia. Comment cela se fait que Miami est passé devant Notre-Dame alors que Notre-Dame n'a également pas joué, mais sur les 3 dernières rencontres a explosé ses adversaires? Comment peut-on expliquer ces mouvements qui ne se basent sur tout simplement aucun match? Et là, je pourrais encore parler d'Alabama qui, comme Léo l'a justement dit, s'est fait détruire en finale de conférence par Georgia, qui est la seule équipe de l'histoire des playoffs sur les 16 équipes de playoffs, enfin sur les 16 équipes qui sont allées en finale de conférence, il y en a 15 qui ont perdu une place au classement qui a suivi cette défaite. La seule équipe qui n'a perdu aucune place, c'est Alabama, et ça a été ce week-end. Il faut bien se Mettons, rendre compte, ouais, quand Georgia perd face à Auburn il y a quelques années en finale de conférence, ou ah non, c'était l'inverse, c'est quand Auburn perd, les Tigers reculent de 6 places. L'an dernier aussi, qui remporte la finale de la SEC l'an dernier, je crois que c'est c'est Georgia. De l'ACC, tu parles? non de la Oui, SEC. C'est Georgia. Bah, c'était Alabama en finale. Alabama a reculé alors que le score avait été aussi serré. Il n'y a aucune C'était cohérence. Georgia-Texas. C'était Georgia-Texas l'année Ah, ok, dernière. c'était Texas. Mais Texas Ouais. avait reculé alors. C'est la finale précédente où Alabama avait reculé. À chaque fois, on a mhm. pu mais prouver de façon très empirique, hein, toutes les saisons qu'il y a eu aucune cohérence avec ce qui s'est passé en 2025 avec ce qui s'est passé les 10 dernières années. Alors forcément, quand il n'y a plus de cohérence, quand ça concerne toujours la même équipe, à fortiori Bama, et quand on sait ce qui s'est passé avec Florida State il y a 2 ans, on se demande comment on peut pas se dire que ce mouvement n'était pas politique. Et c'est là, notre incompréhension, elle vient d'ici, et notre incompréhension a débouché sur de la colère, parce que nous avons le sentiment d'avoir été la victime d'un jeu politique. Et à ce titre-là, pour moi, ça ne suffit pas de dire que qu'on aurait dû gagner tout simplement, parce que ce n'est pas parce qu'on perd qu'on mérite de vivre une injustice. Et on a vécu une injustice. Mais ça a été comme ça toute la saison. Tu sais, je m'explique pas non plus Oklahoma qui est classé aussi haut. Tu sais, rappelons-nous que si on parle du même Oklahoma qui a perdu contre Navy, le bowl la saison dernière. Un Oklahoma quand même qui a une défense élite, mais au Oklahoma, leur niveau, attaque, elle est en galère depuis plusieurs semaines, hein. Depuis que John c'est, Mathieu s'est blessé, c'est ça plus ne va du tout nulle la même part. attaque. Ça ne va nulle part. Et Oklahoma, tu sais, on a tendance à surévaluer ces équipes-là et on revient souvent sur le calendrier de Notre-Dame. Puis Augustin, pour rajouter sur ce que tu dis, le seul changement qu'on a vécu le week-end dernier, c'est que Boise State a gagné le championnat du Mountain West, un adversaire que Notre-Dame a vaincu. Fait que si ça se trouve, le classement de Notre-Dame aurait dû s'améliorer et peut-être même dépasser Oklahoma. Mais c'est politique. C'est la pression d'ESPN, c'est la pression des médias du Sud, les Paul Feinbaum de ce monde, des personnages qui sont très difficiles et qui n'ont aucun argument autre que le duel entre Miami et Notre-Dame à se mettre sous la dent. Puis comme je vous disais plus tôt, vous regardez le calendrier de Miami, ben Miami, oui, il y a South Florida, mais Navy a battu South Florida et Notre-Dame a explosé Navy.
Ils ont battu Florida. Oui, mais Florida est nul cette année. Et on revient, les duels contre Arkansas. Notre-Dame a explosé Arkansas. Les autres équipes de la SEC ont peine à les vaincre par 3 points ou par 7 points. De là, il y a Notre-Dame sur aucune... son match est à 5 points du combiné du nombre de points de toutes les équipes de SEC face à Arkansas. Enfin, Et revenons au calendrier. Oui, Syracuse a été mauvais cette année. Purdue, mauvaise équipe. Boston College a été mauvais. Mais il n'y a pas d'équipe dans le FCS, dans le calendrier Notre-Dame, contrairement aux équipes du SEC. Vous regardez les autres équipes où ce qu'on joue des équipes du Sun Belt ou des équipes comme celle-là, il n'y a pas de ce niveau-là qui a affronté Notre-Dame cette année. J'en reviens que le SEC, oui. Et puis là, je veux pas, je sais qu'il y a peut-être des auditeurs en ce moment qui aiment le SEC. C'est une très belle conférence. Au niveau de la profondeur, le SEC, elle est magnifique. Elle est plus intéressante à suivre que le Big Ten, parce que le Big Ten, il y a l'élite et il y a les autres qui sont nettement un niveau inférieur. Je suis d'accord avec l'argument qu'un Arkansas de ce monde, qu'un Kentucky, c'est des équipes qui se situent entre la 45e et la 25e position. Il n'y a pas de mauvaise équipe nécessairement dans la SEC, je suis d'accord. Mais des équipes élites, qu'est-ce qu'a amené le NIL? Ça a amené la parité, c'est que les joueurs qui restaient attachés à des équipes de SEC auparavant, ben après une saison, s'ils ne voient pas le terrain, ils transfèrent. Ils se font acheter par une autre équipe. Alors, les plus grands perdants de ces équipes-là, c'est les équipes de la SEC, puisque c'est un modèle d'affaires, le football dans la SEC, d'acheter des joueurs et de les amener. Et si ça ne fait pas, on s'en débarrasse. C'est une culture dans le sud des États-Unis. C'est sûr que ça fait mal. Georgia n'a plus la même profondeur que l'époque. Alabama a perdu beaucoup de profondeur aussi, parce que là, lorsque le premier DT se blesse, ou ce qu'on a besoin d'un DT fort au troisième quart, ben on n'a pas nécessairement la même profondeur pour venir compenser qu'on avait peut-être il y a 5 ans. Et ce que je rajoute à ça, c'est que le SEC, il y a une époque, avait des puissances nationales, c'est-à-dire que des équipes qui pouvaient battre n'importe qui, Georgia, Alabama, mais ce n'est plus le même Georgia. Je ne veux rien enlever à la victoire de Notre-Dame la saison dernière, mais ce n'était pas le Georgia qui a gagné des championnats nationaux. Même chose pour Alabama cette année, ou même dans les dernières années, ce n'est plus l'Alabama de Nick Saban qui dominait tout. C'est terminé cette période-là que le SEC domine. Voilà pourquoi que le championnat risque de se jouer cette année, qu'on peut avoir une très belle surprise. Miami pourrait gagner le championnat, chers amis. Ça pourrait se terminer aussi fou que ça. Oui, vu que l'équipe qui avait la troisième meilleure cote n'est pas en playoff, ça va forcément être une équipe qui a des cotes un peu plus grandes qui va gagner le titre à la fin. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le côté politique de toute cette affaire et sur ce que ça a généré. J'ai regardé les matchs de conférence et puis même via tout ce qui passait sur les réseaux sociaux, j'ai personnellement eu beaucoup de mal avec ce pressing constant d'ESPN qui est pourtant une chaîne journalistique et qui est, je pense, en tant que journaliste, censé avoir un petit peu d'objectivité et qui, je pense que même à l'heure actuelle, si on prend tout ce qui a été diffusé depuis le comité des playoffs, il n'y a toujours pas. Pat McAfee a dit qu'il avait un petit peu pas de la compassion, mais que voilà, il se mettait à la place des fans de Notre-Dame, qu'il avait réagi un peu. C'est facile à dire maintenant que le mal est fait, hein. Oui. C'est avant C'est qu'il fallait ça. se manifester. Et Léo, il n'y a plus de journalistes. Ce ne sont que des influenceurs. C'est ce qu'on a présentement. C'est des gens il n'y a plus de neutralité. Il y a la gang de Fox et du Big Ten. Il y a la gang du SEC, d'ESPN. Il n'y a plus d'objectivité, là. Le plus bel exemple, c'est le College Game Day présenté pour la finale de conférence. Est-ce qu'on va aller présenter le College Game Day sur le site d'Indianapolis où est-ce qu'Indiana affronte Ohio State 1 contre 2? Ben non, on va aller voir Alabama qui est numéro 10 contre Georgia. Pourquoi? Parce que c'est purement chauvin. C'est les équipes que l'on suit durant l'année, mais avant ça, College Game Day allait où l'action était. Et je m'excuse, mais le gros match du week-end, c'était 1 contre 2. C'était pas Georgia contre. Mais lorsque vous traitez le SEC de cette façon-là et vous essayez d'influencer, de convaincre tout le monde sur les médias sociaux, c'est là que ça devient injuste un petit peu. Puis, oui, on est frustrés, chers auditeurs. Je comprends que vous êtes peut-être épuisés de nous entendre nous lamenter depuis tout à l'heure. On va essayer d'amener un peu de soleil dans ces prochaines étapes-là, mais oui, on ne peut pas expliquer l'inexplicable. C'est aussi simple que ça. Et vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression que
cette situation fait perdre aussi un petit peu de clarté à nos propos parce que il y a tellement d'incohérences, d'arguments en notre faveur, comment expliquer, de petits, J'ai de petits indices qui n- ne me disent pas qu'il y a de la corruption, parce que la corruption est un mot grave et j'oserais certainement pas sans preuve l'employer, mais il y a quand même ces luttes d'influence. C'est très dur de trouver de la clarté dans ces moments-là. Mais moi, par-dessus tout, il y a une hypocrisie, mais qui m'énerve au plus haut point. C'est que pendant des années, on a justifié la place des équipes de SEC, de SEC en playoff par l'argument selon lequel sur un terrain neutre, ces équipes seraient meilleures. Vous en avez parlé un petit peu, mais pour Notre-Dame, on n'en a pas parlé une fois. Pourtant, qui doute dans le pays que Notre-Dame est une meilleure équipe que Miami et Alabama à l'heure actuelle? Et puis, s'il fallait s'en convaincre, il faut aussi regarder tous les classements. Vous savez, les classements annexes que les journalistes adorent, que tout le monde adore. Alors, je les ai sous les yeux. Bon, déjà, le classement des coachs, alors c'est les coachs de college football, hein. Je pense, au niveau expert, il n'y a pas vraiment meilleur qu'eux. On est devant Miami Alabama sur le Colematrix, sur le Sagarin où on est troisième contre Miami qui est septième et neuvième. Le Jeff Sagarin, c'est l'un des classements les plus réputés et qui était notamment utilisé dans le classement du BCS. Le classement aggloméré du BCS, celui qui donnait voilà, les deux finalistes il y a une époque de la finale nationale, nous place large devant. L'Anderson Heister, le Billingsley Report, les Massey Ratings, Fremo Efficiency, Team Rankings, le Versus Sport Sims, le CBS Sport Ranking, le FPI, qui est un outil de prédiction qui est aussi très utilisé, le S&P Plus de Bill O'Connelly sur ESPN, tous ces classements, à l'exception allez, peut-être d'un ou deux, et encore à chaque fois on est collé, nous place devant ces deux équipes, et à aucun moment un média est venu dire, bon, d'ESPN je l'attendais pas, mais je m'y attendais pas, mais qu'un autre média nous vienne nous dire, bah, Notre-Dame, si demain il y avait Alabama Notre-Dame sur un terrain neutre, c'est Notre-Dame qui remporterait cette rencontre. Et pourtant, Et- ces gens-là ne se sont jamais gênés les années précédentes Hmm. pour justifier la présence d'une équipe comme Alabama devant Florida State en disant, mais regardez, leur calendrier est plus compliqué, c'est plus dur, cette équipe est meilleure, la conférence est plus difficile. Donc, si jamais on les mettait voilà, sur le même piédestal, Alabama serait largement devant. On n'a pas eu l'honneur d'avoir le droit à voilà, ces arguments et ça m'énerve. Parce que quand on regarde Alabama, quand on regarde le dernier mois d'Alabama, Léo, t'en avais parlé enfin on en a parlé tous les deux sur le groupe. Alors Alabama, ce dernier mois, mais c'est catastrophique. Tu te fais exploser en finale de conférence. Avant ça, tu manques de pertes face à Auburn. Tu bats une FCS, je me rappelle même plus de laquelle. En Non, début de et puis, saison, ouais, non, mais surtout avec Alabama, je pense que ce qui parle le plus, c'est ce qui s'est passé ce week-end et la défaite face à Georgia. La victoire qu'ils avaient face à Georgia en week 4 ou en début de saison, c'était leur victoire de référence. Et en fait, là où le head-to-head est rentré miraculeusement en compte une fois qu'on était côte à côte dans le dernier classement et que du coup Miami nous est passé devant, le head-to-head ou en tout cas l'évolution du niveau d'Alabama entre le début de saison et cette dernière semaine où ils se sont fait exploser. Ils ont fait un seul drive du match en attaque, sinon ils ont fini le match à moins 3 yards et à 3 sur 14 sur troisième tentative. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas pris en compte finalement l'échantillon le plus récent qu'ils avaient devant les yeux pour faire une idée du vrai niveau d'Alabama. Et enfin, ça va encore dans notre sens. Hein. Je suis désolé de. C'est pas le podcast le plus objectif, mais c'est pour ça que c'était. Moi, j'ai moins de problèmes avec Miami, qui effectivement, même si le résumé de Miami est critiquable, Miami nous a battus et mérite d'être devant, mais Alabama n'a rien à faire là, honnêtement. Donc, mais on parle d'Alabama, on a parlé rapidement d'Oklahoma aussi, mais c'est vraiment cette protection dont Alabama fait preuve en boucle et qui a coûté la place à FSU et Jordan Travis à l'époque et qui coûte notre place maintenant. Et donc, ouais, je
Je sais pas quoi dire. Je pense qu'ils vont se faire laver au premier tour. tout ça teinté d'une forme d'objectivité. Vous savez, là, le président du comité qui à la télé essaye tant bien que mal de justifier les choix du comité, mais quand tu l'entends dire que, comme tu l'as dit justement, qu'il fallait regarder, qu'il avait conseillé aux membres du comité d'aller revoir Mhm. le Miami Notre-Dame de la première semaine, non mais tu te fous de mec, tu te fous de la gueule de qui? C'est tellement hypocrite. Franchement, quand tu fais un choix comme ça, tu ne justifies pas, tu laisses les gens s'écharper. À la limite, tu envoies un courrier à Notre-Dame, à Marcus Freeman, à South Bend pour lui expliquer pourquoi le programme n'a pas été sélectionné. Tu t'embarrasses pas devant des millions de téléspectateurs. Enfin, c'est Juste, ridicule. on est d'accord que ce mec-là, c'est le athletic directeur de C'est Arkansas. l'ancien, ouais. Ouais. L'ancien? Ok. Ah, Ah, je croyais qu'il était il est encore ancien ou il est toujours en affilié. poste? Non, pour moi, il est toujours en poste. C'est lui qui a dû virer son coach après justement la venue de Notre-Dame et la raclée en première mi-temps. Et pour moi, il est toujours en poste et Ah bah, il l'est toujours, on t'as va raison. parler, ouais, on va parler des critiques qu'on a à faire vis-à-vis du comité derrière, mais enfin voilà, c'est le fait que tu aies des gens qui soient du coup des athlétiques directeurs qui ont des postes. Arkansas, ils n'ont pas d'head coach à l'heure actuelle, il me semble, donc ils sont en pleine recherche d'head coach. Si, Euh, ils ont recruté Alex Golesh, qui était coordinateur offensif de Tennessee, mais plus récemment qui était le head coach de South Florida. ok. Ah oui, oui, Ah non, ok. bah non, ah non, il est à Non, Auburn, Alex Golesh. Du coup, ils ont recruté non, qui? oui. Ah, Mais pour je moi, crois ils ont recruté Ryan Satterfield, De je crois, Memphis. de Memphis, exactement, ouais. Mhm. Ouais, Ryan Silverfield. Mais Satterfield, il était parti à Cincinnati il y a quelques saisons, il me semble. écoutez, on pourrait regarder n'importe quel complot. Ce qui dérange présentement, parce que c'est de la jalousie. Tout ce que vous lisez, il y a beaucoup de jalousie. Euh, on n'a jamais pardonné à Notre-Dame de faire autant d'argent lors des playoffs la saison dernière, puisqu'ils ne sont pas Ouais. dans une conférence. Et entre vous et moi, là, êtes-vous épuisé de lire? Si ça ne fait pas votre affaire, ben, joignez une conférence. C'est cette fameuse phrase-là qu'on lit dans toutes les publications. Puis, il faut que je réponde à ça, je suis plus capable. Honnêtement, on revient dans un contexte qu'il y a une époque où il y avait une quinzaine, voire même 20 équipes qui n'étaient pas dans des conférences. Les conférences ont choisi de se construire, puis c'est bien parfait, on n'a aucun problème. Mais qui sont-ils après ça pour dire que les équipes qui choisissent de rester comme elles étaient auparavant, la formule ne convient plus? Tu sais, c'est comme on modifie les règles du jeu, puis là, soudainement, bien, là, ça ne convient plus. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'en viens à avoir l'impression que c'est une leçon qu'on a voulu donner à Notre-Dame. Euh, écoute, Miami a 2 vilaines défaites. Je comprends qu'ils ont battu Notre-Dame, là, mais 2 défaites contre des équipes à 8 victoires, 4 défaites. Alabama, je ne veux pas être triste, mais la défaite contre Florida State, elle ne s'efface pas. Elle est dommageable. 31-17. Ça ne s'efface pas. Puis Alabama, la raclée contre Georgia, ça ne s'efface pas. Elle est là. Alors, si C'est pas c'était. effacé, ils l'ont oublié. Ils l'ont Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. pas Ils l'ont regardé. oublié. Mais on ne gagnera pas, chers amis. On ne gagnera pas parce que c'est l'argent qui mène le monde. C'est le pouvoir. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on parle un petit peu de la conférence de Pete Bavakia de cet après-midi pour Voilà, faire une on passe du transition. coup à la deuxième partie de notre épisode, on va dire qu'on a intitulé voilà, la relation entre Notre-Dame et la ICC avec, comme Christian le dit, la conférence de Pete Bevacqua. Est-ce que tu peux juste nous présenter le contexte de cette conférence de presse, s'il te plaît, avant de Oui, ben, donner ton avis? écoutez, les attentes étaient très élevées. On avait l'impression qu'il allait nous annoncer que Notre-Dame va quitter le ACC. Amenez-nous la pénalité. On est parti. On va aller jouer dans une autre conférence. Et là, partout sur les médias sociaux, on était prêt à lire. Le Big Ten va se manifester. Un retour dans le Big East. Le Big 12 est à proximité aussi. Notre-Dame pourrait créer sa propre conférence. On se rappelle que plus tôt dans la saison, Michigan avait exprimé peut-être un désir aussi de devenir indépendant. Tous les scénarios pouvaient, et le rêve et notre esprit de vengeance aussi contre le mauvais comité et faire un beau pied de nez ici. Puis ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Fait que, ce qui est tout à fait normal parce que vous comprenez qu'il y a un concept légal, il y a des droits de pénalité si jamais Notre-Dame voulait quitter la SEC. Ce qui est Est-ce que totalement vous, normal d'ailleurs. ben oui, est-ce que vous pensez vraiment que Pete Bavakia va dire Hey, j'ai passé les 48 dernières heures à discuter avec le grand chef du Big Ten, on est sur le point de s'entendre,
s'entendre. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'on allait avoir ce genre de discussion-là? J'ai lu des choses comme quoi que le Big Ten était prêt de s'entendre, mais c'était le NBC qui n'était pas prêt à payer de suppléments. C'est impossible que monsieur tout le monde ait ces informations-là. C'est des choses qui sont hautement confidentielles. Oui, il y a du jeu de coulisses, il y a de la négociation, mais je pense que Bevacqua, ce qu'il a fait de bien, il a été très politique. Premièrement, dans un premier temps, il n'a jamais remis en doute Miami ni la présence d'Alabama dans les playoffs. Ce n'était pas son rôle de faire ça non plus. Oui, Euh, il a un petit peu mis, on va dire, d'eau dans son vin en calmant peut-être les déclarations de la veille. Il a des Qui est- podcasters pour ça. et c'est pas pour rien qu'un individu comme celui-là occupe un poste. Il n'a pas le sang chaud comme nous, prêt à tout casser, comme tu disais Léo, plutôt prendre notre ordinateur et le lancer par la fenêtre. Ces gens-là ont la tête froide, là. S'il y a des dollars à investir, de la négociation, il n'a pas de place à l'erreur. Alors, c'est sûr que cette conférence de presse-là, elle était préparée avec des messages clés, mais ce n'était pas la tribune pour exprimer qu'on veut quitter l'ACC. On va jouer le jeu. Ah, ben oui, que la relation est tendue, qu'il y a un différend, qu'il y a une mésentente, mais on attache une importance à notre indépendance, c'est ce qui est ressorti aussi comme déclaration. On a parlé de Marcus Freeman, qui était notre homme, parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs que la NFL pourrait être intéressée à Marcus Freeman. Ce qu'on a compris, c'est que vous pouvez offrir le montant que vous voulez sur un chèque à Marcus Freeman. On va égaler, sinon payer davantage pour le conserver. C'est à peu près ce qu'il a dit en entrevue. Un désaccord sur le processus de classement du collège football playoff qui n'était pas tout à fait logique. Mais tout ça fait avec classe. Puis des fois, c'est dans le non-dit. C'est pas ce qui est dit, mais c'est dans le non-dit. Est-ce que je pense que Notre-Dame va prendre un temps d'arrêt et réfléchir sur son futur? Absolument. Ah, complètement. Et je Il n'y a pense, aucun doute. non mais le fait d'avoir convoqué une conférence de presse et d'avoir fait de l'ACC le sujet principal, c'est un moyen, j'allais dire informel, mais en réalité, c'est pas informel du tout. C'est très très formel parce que visé et public de dire, bon, vous êtes mal comporté, votre lobbying à l'encontre de Notre-Dame, qui était quand même très agressif, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Ah, ça nous a pas plu. On vous rappelle que Notre-Dame est peut-être une bénédiction en ce moment pour l'ICC avec tous les problèmes que rencontre la conférence, que dans 5 lorsque ans, elle est morte. bah, jusqu'à 2038, le contrat dure jusqu'à 2038 et il faut savoir que Notre-Dame, quand Notre-Dame se déplace en ACC, euh, 90% des stades, des matchs se jouent à guichet fermé contre 23% dans les autres cas. Notre-Dame est clairement un asset, un actif de très très grande valeur pour l'ACC et c'est un moyen de leur dire, voilà, nous savons très bien que vous avez plus besoin de nous que nous avons besoin de vous. Euh, Complètement. Commencez à bien nous traiter. C'est une sorte de menace, en fait, ce qui s'est passé, Christian. C'est une menace. Ben, c'est une menace, mais tu sais, il y a un éléphant blanc dans la pièce qu'on n'a pas nommé qui est ESPN, qui a présentement les droits de diffusion du ACC à un tarif très, très, très avantageux et qui a une clause pour sortir de cette entente-là parce que ESPN a des difficultés financières. C'est difficile à croire avec tous les millions qu'ils investissent, mais l'entreprise a des difficultés et elle cherche absolument à pouvoir se retirer de cette entente-là avec le ACC. Voilà pourquoi que les rumeurs de départ de Florida State et de Clemson des années dernières, ça fait l'affaire. On espère que ça, du côté d'ESPN, de voir un Clemson peut-être aboutir à un SEC avec un Florida State, de conserver les droits et de ne plus avoir à payer ces millions de dollars-là à la SEC. Mais le clou final, ce serait le départ de Notre-Dame. Parce que là, présentement, si on se parle, une équipe qui veut quitter la conférence de ACC, c'est 165 millions qu'elle doit payer si elle veut quitter aujourd'hui la ACC. L'année prochaine, c'est 147 millions, 129 millions en 2027-2028, 111 millions en 2028-2029, 93 millions en 2029-2030 et on parle de 75 millions entre 2030 et 2036. C'est pas 2038, mais 2036. Avec pour info qu'en 2030, c'est la renégociation des droits TV de la Big Ten et que pourrait y avoir potentiellement des mouvements quand justement le prix devient plus abordable et pour les universités. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est une conférence qui est pour moi vouée à mourir dans les 5 ans parce que je regardais une vidéo de Onfree qui est sortie tout à l'heure qui traite principalement intégralement que de Notre-Dame parce que je pense que c'est pas que les fans de Notre-Dame, mais c'est
tout Twitter depuis le classement la révélation du classement du comité. Toutes les tendances tournent autour de Notre-Dame et on parle même pas des potentiels, des match-up de playoffs. On parle pas de l'arbre général de playoffs. On parle de ce scandale de Notre-Dame pas en playoff, de ces tensions avec la ICC et et donc, je pense que Pete Bavacchia, il l'a très bien dit et il n'a pas compris que voilà, cette conférence s'attaque à son best partner, son Oui, meilleur business partner, pardon. Et c'est aussi, on est membre de la conférence dans 24 autres sports. Et moi, j'ai vraiment senti, et il a bien dit aussi à plusieurs reprises que c'est pas Pete Bavacchia, notre athlétique directeur, qui est touché et qui est énervé envers ESPN, mais que ça va au-delà de lui au sein de l'université et que c'est quelque chose qui potentiellement a vocation à s'il faut bouger les 24 sports dans une autre conférence, on bougera les 24 sports dans une autre conférence et que c'est quelque chose qui a vraiment déplu globalement au sein de l'université, cette campagne médiatique, comme il l'a dit, contre Notre-Dame de la part de l'ICC. Et il trouvait que Miami, en soi, qu'il le fasse, c'était faire, mais venant d'une conférence, non. Et du coup, je me suis un petit peu réfléchi à quel serait, parce que du coup, à l'heure actuelle, le deal qu'on a avec la ICC, c'est pour 5 matchs par saison. oui, Et alors, il y a un duel qui se joue chaque année avec Stanford qui date d'avant qu'ils rejoignent la conférence. Dans le Power Four, parmi du coup, 3 autres conférences, pour moi, celle qui ferait le plus de sens et dans lequel ça s'intégrerait éventuellement le mieux, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la Big Ten. On joue déjà 2 matchs annuels face à des équipes de la Big Ten, USC et Purdue. Et donc, ça ferait 3 matchs en rotation par an parmi les universités, parmi une conférence où il y a quand même un gros niveau. Enfin, il y aurait la possibilité de jouer finalement une bonne équipe. Je pense chaque année, plus 2 équipes, une équipe intermédiaire, une équipe moins bonne. Enfin, il y a quand même du niveau en Big Ten. Et donc, je pense que, comme l'a dit Pete Pavacca, c'est quelque chose qui va prendre du temps et des discussions, des excuses de la part de la ICC ne serviront pas. Et il va falloir que lui et les personnes au-dessus de lui à Notre-Dame s'assiedent autour d'une table et des discussions vis-à-vis du futur de ce Mais deal avec la ICC. nous, on n'a pas besoin de se précipiter. Notre-Dame est dans une position de force. On a un contrat qui Complet. dure pour une dizaine d'années avec NBC, qui nous rémunère relativement bien. On parlait, il me semble, entre 50 et 60 millions de dollars par an. On ne sait pas ce que sera le college football dans 5 ans. Il y a tellement eu de exactement. changements ces dernières années que qui dit qu'en 2028, le college football ne sera pas une ligue, que la Big 12 ou les ACC n'existeront plus. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, quand il y aura les grands chamboulements, Notre-Dame y sera forcément associée. Forcément. Et Oui, c'est pas de la prétention, c'est pas présomptueux, c'est la réalité. Si Mais Notre-Dame c'est est le déjà la seul réalité aujourd'hui. oui, non, mais c'est déjà Sur, arrêté aujourd'hui. Pour preuve, on a signé un mémorandum, il me semble, exactement. avec le comité des playoffs pour avoir une place garantie en playoffs dès l'an prochain si on est classé dans les 12 meilleures équipes. Et On- Notre-Dame a un siège à la table des discussions de ce qui est du format et du process des au playoffs même titre que les autres que les conférences. autres conférences. Exactement, exactement. Donc, absolument. on sera à la table des négociations, on saura quoi qu'il arrive dedans. Euh, S'il faut virer Michigan State, Maryland, Rutgers ou Missouri, on virera ces équipes, c'est pas un problème. La question, c'est sur cet espace, sur cet intervalle, comment on fait nous pour maximiser nos chances d'aller chercher ce titre national? Alors, on a déjà agi, on en a parlé, on a signé, on a organisé des nouveaux calendriers avec Clemson et Florida State jusqu'en 2038. Et On va ça a beaucoup affronter de valeur. Augustin, ce que tu viens de dire là, l'entente avec Clemson, parce que ce n'est pas une entente avec l'ACC. Les duels contre Clemson, c'est à Hum, l'extérieur du ACC. Ça a beaucoup de valeur si jamais Notre-Dame décidait de quitter cette conférence-là, parce que tu gardes quand même un duel de premier plan contre une équipe d'une grande réputation, l'une des plus grandes équipes du oui. ACC. C'est mieux que Wake Forest, là. C'est mieux que ces petites équipes-là qui ont moins d'envergure un peu. Fait que cette entente-là a beaucoup de valeur. Et puis, Mais on a signé aussi beaucoup de nouvelles rencontres ces derniers mois, dernières années. On va oui, affronter Auburn, on va affronter Alabama, on va affronter Texas, on va affronter Florida.
Et ces matchs-là sont appelés à se multiplier d'ici la prochaine décennie, donc je me fais pas de soucis pour Notre-Dame. La question, Et, voilà, maintenant, c'est comment nous, on arrive à être l'équipe la plus compétitive sur cet intervalle-là. et vous me posez la question, quel serait le meilleur scénario? Puis tu sais, Léo, je sais, ça me fait mal d'entendre le Big Ten parce qu'on sait à quel point le Big Ten a Oui, refusé 2 fois des candidatures de Notre-Dame dans l'histoire lorsqu'elle portait son ancien nom. Il y a une rivalité anti-Big Ten, mais je comprends parce qu'on peut rajouter Michigan State comme rivalité et même qu'on Michigan affronte qui l'an sont des... prochain d'ailleurs. Ceci étant dit, moi, la seule chose qui me refroidit sur Michigan, ce n'est même pas l'aspect culturel ou folklorique de la chose, c'est l'aspect recrutement. C'est-à-dire que ces universités-là sont généralement situées dans le nord des États-Unis et je vais pas dire le phénomène de démographie, c'est-à-dire que les États-Unis, où est-ce qu'il y a de l'expansion présentement, c'est dans le sud, c'est les États du sud. Et vous remarquez que les étudiants athlètes de haut niveau, où est-ce qu'on les retrouve? C'est dans l'État de la Géorgie, dans l'État de la Caroline du Nord, on en retrouve en Alabama, également en Floride, ces États naturels-là. De là, c'est pas pour rien que Notre-Dame a choisi d'aller jouer dans le ACC. Une des raisons, c'est que oui, on retrouvait nos anciens rivaux du Big East, que ce soit les Pitt, Louisville et compagnie. Boston College en faisait partie. Même Miami, il y avait une certaine rivalité à une certaine époque aussi. Mais aussi, c'est ça permettait à Notre-Dame d'aller jouer dans des États où il y avait des bassins de joueurs très intéressants à recruter. Et quand vous regardez la classe de cette année, beaucoup de joueurs de la Floride, ce qui est très surprenant, que c'est pas traditionnel pour Notre-Dame de recruter en Floride. Georgie, encore une fois, des joueurs. Caroline du Nord, des joueurs clés également qui viennent de ces États-là stratégiques. C'est ce qui me fait peur de voir un Notre-Dame qui choisirait de rester dans le Big Ten. Puis même si je sors du volet football, parlons juste de basketball un instant, mais d'avoir Purdue et Indiana dans le même État que toi, qui recrutent les mêmes joueurs dans la même conférence, ça complexifie les choses. Sans compter qu'à proximité, tu as Illinois qui est là. Northwestern, je ne la compte pas parce que c'est une équipe qui est un petit peu plus en bas de classement, mais le bassin de joueurs qu'on va chercher, ça avantageait Notre-Dame d'être entre le ACC et malheureusement, au niveau de l'aspect social et académique, je ne vois pas Notre-Dame jouer dans le SEC. C'est pas le même genre, le même profil de joueur. Il y a quand même des valeurs qu'on retrouve chez Notre-Dame qu'on n'a pas dans le SEC. Non, mais est-ce que finalement, sans rejoindre la conférence, mais en ayant un contrat un peu similaire à l'heure actuelle avec 5 rencontres, on en a parlé, on a déjà pas mal de rencontres programmées avec des équipes ACC sur les prochaines saisons. Si on signait un deal avec la SEC, ça permettrait de jouer des matchs finalement à un certain niveau de football, tout en ayant toujours ces matchs dans le sud du pays pour pouvoir recruter. Donc, Possible, mais Non, là, mais mon rêve à moi, là, je veux partager ma vision et mon rêve qui ne fonctionnera pas. Là. On peut rêver un instant ah, parce moi que je peux vous le dire aussi, hein. moi, je rêve qu'on rejoigne la Big East, fait complètement aucune des conférences de football et qu'on négocie pour jouer 4 matchs contre le Big Ten et 4 matchs contre le ACC à chaque saison. Et là, on se garde deux petits desserts pour pratiquer un peu, peut-être un Navy et une autre équipe. il y a qui en Big East du coup, si tu... Ah Ah, bah, ben là, c'est du basket. Là. C'est Villanova qu'on va Ok, chercher, les ok, St. John's, les Providence, ok, c'est ok. ce bon vieux. Creighton, Oui, qui n'était pas là à l'époque, mais qui s'est greffé. Mais là, vous avez toutes ces équipes-là, Seton Hall, notamment Georgetown à Washington. C'était une conférence métropolitaine à l'époque parce que c'était des universités qui jouent encore dans les arénas de NBA, qui ont beaucoup de notoriété. Mais à l'époque, il y avait des ils font pas de, Syracuse, Pitt également font qui pas étaient dans d'équipe de cette foot. conférence. C'est Non, ça, moi, effectivement. on passe à la suite après, mais mon rêve, moi, c'est la Pac-12, ça aurait été la Pac-12. La Stanford, Pac-12. bah, à vrai dire, la Big Ten, pour des questions, pour des questions de principe et d'honneur, j'ai pas envie de rejoindre la Big Ten. La SEC non plus. La SEC nous permettait d'avoir des matchs contre des équipes, enfin, quand même de s'assurer un bon bilan chaque année et nous permettait d'avoir, avec ces 5 rencontres face à la ACC, on va dire comme aujourd'hui, une grosse flexibilité pour programmer des rencontres. Et moi, c'est ce que j'adore à Notre-Dame, c'est que tous les ans, on affronte des nouvelles équipes. Et je Oui. trouve que le deal avec la ACC nous apporte cette flexibilité-là. Et c'est pour ça que je suis plutôt content de ce deal. Maintenant, la ACC va mal et c'est pour ça qu'on a cette discussion. Mais s'il fallait choisir, moi, j'aurais choisi la Pac-12 Mais là, Augustin, je te donne une dans un deuxième monde chance. où, dans un Je te donne monde où elle une, existe encore.
Est-ce que tu parles du Big 12 ou tu parles, parce que la Pac-12, je vous nomme, là, on parle de Boise State, Fresno State, Non, non, ah Colorado oui, State. Christian, on parle de la vraie Pac-12 avec USC, UCLA, Ah, OK, OK, OK. Oregon, Washington, bien sûr, bien sûr. Et là, OK, j'aurais adoré. Mais parce que moi, la Pac-12 et la Mountain West, c'est un peu ma Madeleine de Proust. J'adore ces deux conférences, Ah, je cette comprends. partie des États-Unis pour le football. Et voilà, s'il fallait faire un choix, mais moi, je veux qu'on reste indépendant. Attention, hein, je suis un très grand défenseur de notre indépendance. Mais j'aurais choisi cette conférence-là parce que c'est celle qui me fait un peu rêver. Je trouve que c'est la plus poétique. Tu vois, Christian, aller voir un Notre-Dame Cal au Memorial Stadium, assis sur une chaise sur Tideway Hill, ça a de la gueule. Ça a plus de gueule Ouais, que d'aller à Wake Forest ou aller je sais pas oui, où. mais c'est toute beauté, mais ça va finir 50-12 quand même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est Cal n'aura jamais le Peut-être, mais niveau de... on a le droit, on a le droit d'être un petit peu romantique. Parce que vous avez vu le duel contre Stanford, parce que je sais qu'on n'a même pas effleuré les 3 derniers matchs de l'année, mais est-ce qu'il y avait 20 000 spectateurs à Stanford? Tu sais, les estrades étaient C'était vides, triste. il n'y a aucun intérêt. Tu sais, c'est pour ça que Oui, c'est vrai. malheureusement, Il était Cal, tard le match. Il était tard le match pour le coup. et- et- Même pour eux là-bas, il était tard. est-ce qu'on doit remercier ESPN d'avoir choisi de présenter Notre-Dame à Ah ben, ouais, 22h30? on en a pas parlé, mais voilà, typiquement ESPN qui choisit de nous faire jouer à 4h30 du matin, sérieusement. On peut ajouter cet argument au complot, non? Ben, on Mais peut en mettre beaucoup. la liste Mais est longue. La liste est Bon, trop longue pour un podcast. ce qui est long aussi, c'est la durée de notre épisode. Alors, je vous propose de passer à notre décision de ne pas aller en bowl. Alors, tout de suite, la décision a été prise dans les heures qui ont suivi justement notre absence de ces 12 équipes qualifiées en playoff. D'un commun accord, du moins, c'est ce que dit le communiqué, l'équipe dans son ensemble, staff et joueurs ont décidé de renoncer à un bowl. Ça aurait vraisemblablement été le Pop Stars Bowl face à BYU, autre équipe qui, elle, en ayant perdu sa finale de conférence, a reculé. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous demander ce que vous en pensez, Léo. Est-ce que tu soutiens cette décision de la fac de renoncer à jouer ce bowl? Je la soutiens à 100%. Alors, je la soutenais dès que c'est arrivé parce que pour moi, c'était un gros doigt d'honneur envoyé à ESPN et qui voulait récupérer un match à l'image de Notre-Dame sur un match pour des cacahuètes. Mais surtout, je le comprends parce que, et je le soutiens parce que Pete Pavaka en a parlé aujourd'hui dans la conférence de presse. En fait, cette année, l'objectif était clair, c'était de jouer le titre national. Comme on en a déjà parlé, on avait pour nous tout fait et tous les signes étaient dans le sens qu'on allait y être. Et en fait, une fois que on a appris qu'on n'était pas dans les playoffs, on a eu même pas 2 heures pour décider si on souhaitait jouer ce ball-là. Et c'est Coach Freeman qui, grâce à sa relation proche avec les capitaines, ont réussi à sonder globalement tout le groupe de joueurs pour savoir s'ils souhaitaient jouer. En fait, unanimement, ils ont tous dit que parce qu'ils avaient vécu cette saison, le groupe qu'ils étaient, en fait, ils n'avaient pas envie de jouer un match en plus si c'était pas pour le jouer au complet. À savoir que même si du coup on leur proposait de jouer le bowl game, vous n'êtes pas sans savoir qu'en général pour les matchs de bowl, les joueurs prospects NFL se retirent et ne jouent pas ce match-là. Donc ils avaient vraiment envie, comme c'était censé arriver, c'était annoncé, continuer tous ensemble sur un run de playoff et partager une dernière fois le terrain ensemble. Et vu que ça n'a pas été le cas, ils ont pris la décision de opt-out du coup pour le match. Alors c'est quelque chose qui arrive quand même plutôt rarement, mais finalement on a un peu lancé une tendance parce qu'il y a une dizaine d'équipes qui ont suivi derrière nous et qui ont également opt-out pour le bowl. Euh, Kansas State et Iowa State avaient déjà renoncé à participer au bowl, hein, à leur bowl, ok, ok. avant Notre-Dame. Mais bon, Mais c'est Oui, pas non, le mais même je veux pas dire niveau, que là. c'était. c'était pas pour Oui, les mêmes raisons. C'est ça. non, c'était pas pour dire que c'était spécialement lié, mais du coup, voilà, c'était. Je comprends la décision et comme l'a aussi dit pour finir Pete Pavaka, il a pas envie que ce sentiment de fin de saison à cause d'un classement d'un comité
fasse oublier la saison exceptionnelle qui a été vécue. Il a dit pour lui, il a eu l'occasion de voir l'équipe la plus talentueuse qu'il a jamais vue et il a vécu des moments fous comme face à USC et que cette saison doit être célébrée même si elle se finit pas de la manière qu'on le voulait. Et donc, moi, je comprends complètement à la fois la décision sportive et puis aussi la décision s'il y a un petit côté jeu d'influence et politique et business derrière de pas vouloir offrir un match à ESPN. Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que j'aime les bowls. J'aime la saison des bowls. Personnellement, je commence même la semaine avant Noël. Est-ce que ça a encore un sens, les bowls? Est-ce que je peux poser la question? Ben, Avec le système de play-off actuel, dans le sens que ça avait il y a même encore quelques années, où au final, maintenant, les gros bowls sont vraiment dédiés au play-off. ben, je me suis surpris, je vais prendre l'exemple de la saison dernière, à m'exciter au Mexique, au milieu de nulle part, à regarder Alabama contre Michigan et voir Michigan battre Alabama avec absolument aucune attaque, à voir Navy battre Oklahoma. J'étais excité également. On dirait c'est comme une vendetta contre les équipes de la SEC. Les Bowls, ça nous permet des fois de rééquilibrer les choses, mais je comprends dans le contexte actuel, puis tu l'as bien dit, Léo, puis je partage ton point. Les joueurs clés, certains ne seront pas là. Fait que, tu sais, avoir une partie de football où il n'y aura pas de Jeremiah Love, qu'il n'y a pas de Jadarian Price, parce que les deux se protègent des blessures pour se préparer pour la NFL. J'ignore si Eli Reardon ira dans la NFL. C'est un junior, il peut techniquement revenir, mais avec la saison qu'il a connue, il a un profil intéressant pour aller dans la draft. J'ai cru voir qu'il allait partir. Ben, c'est ça. Fait que là, vous avez Reardon qui quitte. Au niveau de la O-line, je ne sais pas si Billy Shrout pourrait déclarer. Ben, lui, il est blessé. De toute façon, il n'aurait pas joué. Vous regardez en défense, ben en défense, vous avez des joueurs clés. Même Drake Bowen a une saison pour aller dans la NFL. Fait qu'on pourrait perdre Drake Bowen, malgré, je ne sais pas. C'est un junior, puis des fois, un linebacker peut vouloir revenir, comme on a vu certains joueurs clés à Penn State la saison dernière, à tort, revenir pour une ultime saison. Mais on rajoute Malachi Fields à ça, et on rajoute Will Pauling. Il manque des joueurs clés. Alors, ça devient une équipe B sur le terrain, mais je vous dirais, j'aime les bowls. Moi, j'aime ces fameuses festivités qu'on joue aux cartes avec la famille. Il y a la télé dans le salon qui joue. Il y a un bowl qui est présenté et on discute. Et des fois, ça permet d'intéresser le football de collège à d'autres personnes qui ne s'y intéressent pas d'habitude. Tout ça accompagné d'un bon breuvage alcoolisé. Alors, j'aime cette saison-là. Je me suis surpris il y a quelques années, les années de Charlie Weiss, à regarder le bowl à Noël où ce que Notre-Dame avait visité Hawaï. Ça avait été une saison catastrophique à 6-6. Et pour aller recruter Manti Te'o, avait joué l'Ultime Bowl à Honolulu à Noël. Puis là, je sais qu'on a un décalage horaire, chers amis, mais à nous, c'est à 20 h le soir, un 24 décembre. Généralement, on a d'autres obligations que de regarder une partie de football à la télé, mais je me suis surpris à la regarder et avoir de l'excitation après une saison de misère. C'est comme une dernière étape pour se sauver ou s'excuser peut-être d'avoir une saison misérable. Mais dans le cas présent, on n'a rien à prouver dans ce match-là. Puis surtout contre BYU, l'équipe des Mormons qui arrivent, qui ont généralement 2 ans plus vieux parce qu'ils ont une mission quelque part qui accompagne tout ça. Ils arrivent sur le terrain plus développés un peu avec nos jeunes joueurs de première année. Ils auraient joué leur Super Bowl. Il y avait déjà depuis plusieurs semaines une rivalité qui s'était un peu mise en place sur les réseaux sociaux entre les fans de Notre-Dame et de BYU. Et ouais, je suis d'accord que le seul truc qui me rend triste, c'est que, comme tout fan, je pense, de foot américain et d'une université, j'aurais aimé voir mon équipe jouer une dernière fois et chaque occasion de voir son équipe jouer, et je la prends à chaque fois. Mais dans ce contexte-là, effectivement, je trouve que ça faisait pas trop sens. Et puis même avec le système actuel des playoffs, je m'interroge en tout cas plus de la place des bowls dans la fin de saison, notamment pour des équipes qui feraient pas le cut comme nous cette année. Enfin, parce que on peut parler aussi du format des playoffs. Pete Pavaka, on l'a mentionné rapidement pour lui, et du coup un peu pour Notre-Dame. Ce qui serait le mieux, ce serait des playoffs à 16 équipes avec 5 spots pour des champions de conférence et ensuite les 11 meilleurs at large. Et donc, ouais, c'est. Léo, j'irais même pas là, moi. J'arrêterais les championnats de conférence et je débuterais les playoffs la semaine suivante.
Les championnats de conférence font plus sens aussi également, C'est ça. surtout avec ce qu'on a pu voir ce week-end et Alabama qui n'est pas puni mais du coup, il y a besoin d'une, je pense, réforme plus globale. Et puis, il faudrait aussi, ça a été un débat qui a été récemment mentionné sur Twitter, et de créer une institution plus globale, ou en tout cas peut-être avec, pas un commissionnaire, mais quelqu'un, parce que finalement, on parle avec le head of committee, mais c'est un comité de 12 personnes, il n'y a pas de métrique vraiment claire, c'est à l'appréciation de chacun, ça évolue de semaine en semaine, comme on a pu le voir sur des choses qui ne se passent même pas dans la vraie vie vu que les équipes jouent pas. Donc voilà, il y a plein de choses à revoir, je pense, dans le système. J'ai entendu deux excellentes idées à travers différents podcasts du côté américain. La plus simple serait simplement dans les grandes divisions, conférences comme la SEC, de les segmenter en divisions et que les équipes s'affrontent dans chacune des divisions, ils n'affrontent pas nécessairement l'autre division. Dans le cas de la SEC, ben, les nouvelles équipes contre les old school SEC, Big Ten, ben, les équipes qui viennent du Pac-12, ben, vous êtes dans une conférence avec Nebraska et vous avez votre championnat à vous, et le championnat de cette division-là, le gagnant de de cette division-là, on parle de 16 équipes ici. Alors, vous avez 8 équipes d'un côté, 8 de l'autre. Chaque champion s'affronte, et déjà là, je pense qu'on corrigerait un petit peu ce qui nous a manqué cette année, parce que je trouve ça triste d'avoir un championnat de conférence lorsque les deux équipes se sont affrontées durant la saison. Ça enlève toute la valeur. Mais on a parlé de bowl, puis je finis ça sur une note humoristique. La seule chose que j'aurais aimé voir dans le bowl, j'aurais aimé ça savoir si Eric Schmidt est capable de botter un field goal, parce qu'on n'a toujours pas la réponse après 12 matchs de saison régulière. Dernier épisode de la saison, on parle pas une seule fois de jeu, mais obligé de balancer une petite balle à nos kickers adorés. Ben, c'est mon insatisfaction. Puis je sais qu'on n'a pas fait, on aura sûrement un podcast ultérieur où on fera le bilan de la saison. Il y a des héros, il y a des déceptions. J'inclus même, si on fait le bilan, pour faire sur une note. Moi, notre fameux coach préparateur physique qu'on a embauché il y a 2 ans, ce que j'identifie cette année, qui était le même facteur la saison dernière, c'est les blessures qui reviennent. Beaucoup de blessures à des joueurs. Est-ce que c'est dans la préparation pour certaines positions, des mouvements qui ne sont pas faits? Mais la ligne offensive a encore été une fois touchée cette année, comme la saison dernière, par des blessures. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, mais à un volume si élevé, ça me préoccupe. Il y a peut-être quelque chose qu'on échappe dans la préparation de ces joueurs-là durant la saison qui frappe davantage Notre-Dame. Effectivement, à voir. Tu avais une réaction, Gus, par rapport à ce qu'on est opt-out justement du bowl. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je suis un grand défenseur des bowls parce que je suis très conservateur sur le college football, et à vrai dire, le problème c'est que comme le college football est une perpétuelle fuite en avant, il serait illusoire de penser qu'on pourrait revenir au système qu'on a connu lors de la dernière décennie où les bowls avaient quand même de la valeur et où les conférences, on va dire, étaient cohérentes. Mais encore une fois, enfin, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est le réalignement. Et tant qu'on ne reviendra pas, voilà, on va dire à 5 conférences qui se tirent la bourre, le college football n'ira pas mieux, on va dire, dans sa forme la plus pure, quoi. Parce que le college football pourrait s'en sortir en passant à une ligue allez, on va dire de 40 équipes. Mais moi, c'est pas ma vision de ce sport, et ma vision de ce sport reste très ancrée dans ce qu'il était, c'est-à-dire 5 conférences à peu près égales, la cohérence géographique, les particularismes qui sont maintenus, l'indépendance de Notre-Dame en fait partie. Euh, un titre national, la course au titre national réservée à une élite de programme. Je veux que le college football reste très, très élitiste au lieu de plutôt voilà, s'aventurer à inviter 16 équipes, 20 équipes à le remporter. Mais je me mens à moi-même si je veux voilà, répéter ces conditions et revenir à l'état dans lequel il était il y a quelques saisons. Donc, je suis un peu mitigé parce que d'un côté, comme tu le dis, les balls, c'est ESPN qui a tous les droits, sauf le Sun Bowl, je crois, ou c'est CBS, et il y en a peut-être un deuxième. Mais en vrai, on leur bouffe dans la main si on participe à ce bowl. On va leur offrir de l'audience, de l'argent. Enfin, après ce qui s'est passé, ça me paraît un peu trop facile. Mais est-ce que là, je parle avec ma frustration? Enfin,
c'est vraiment compliqué comme question et à vrai dire, j'ai pas vraiment de réponse ferme sur le sujet. Mais Ouais, oui, je pense que ça amène une profonde réflexion. Puis c'est peut-être le geste de Notre-Dame, c'est peut-être ce que ça va amener aussi, à savoir quel est le futur. Tu sais, puis je suis un petit peu nostalgique comme toi, Auguste. Moi, je m'ennuie des petites conférences, des conférences à 8 et à 9 équipes. Tu sais, je m'ennuie. Il y a une époque, même, il y avait le Southwest avec toutes les équipes du Texas et on avait Arkansas qui était dans cette conférence-là. D'un autre côté, on avait le Big Eight où ce qu'Oklahoma était avec Colorado et compagnie. Il y avait une saveur. Et là, lorsqu'on regarde les conférences actuelles, je trouve qu'il n'y a que le Big 12 qui a une certaine logique géographique. Mais déjà, avant le départ de Texas et Oklahoma, en Big 12, tout le monde s'affrontait quasiment. Oui, oui, C'est une 9 super duels. conférence de ce point de vue-là. Effectivement. Puis c'est encore une belle conférence. Tu sais, ce qu'il y a de C'est trop vrai. dans le Big 12, c'est South Florida. J'ai inclus là-dedans West Virginia et Cincinnati qui n'ont, tant qu'à moi, pas leur place. Ça, c'est les anciennes équipes du Big East puis du American. Puis c'est peut-être 6 conférences la solution. Et tu sais, c'était un des commentaires que j'ai lu sur Twitter que j'ai trouvé très bon. Il dit, vous voulez régler le problème? Il dit, retournez les équipes dans l'Ouest. En parlant des équipes qui ont migré dans les grosses conférences. Il dit, retournez les équipes au Texas. C'est ceux qui ont intégré le SEC en parlant d'Oklahoma. Dans le fond, ramenez-nous notre football qu'on avait auparavant, tout simplement, qui était folklorique. Mais malheureusement, c'est l'argent. Maintenant, on joue pour l'argent, on paye les joueurs. Je pense que s'il y a des devoirs à faire pour commencer, c'est que la NCAA devrait trouver des moyens d'encadrer leurs produits parce que là, c'est le Ouais, Far mais West, là, présentement. il en a parlé un peu tout à l'heure aussi. la NCA n'a plus de pouvoir et le problème, c'est que si elle se met à faire quelque chose, il y a sécession et elle perd. Pour que la NCA garde du pouvoir, il faut qu'elle ne fasse rien. Vous allez me dire que c'est paradoxal, mais c'est la réalité. Si la NCA commence à vouloir réglementer, comment dire, d'imposer un petit peu plus son joug sur les équipes, sur les programmes, les conférences sont devenues tellement puissantes qu'elles sont un contre-pouvoir incroyable, qu'elles lui sont un contre-pouvoir incroyable. Il n'y a pas de solution. Le problème, c'est qu'on est dans une période où si la NCA prend le risque de faire quelque chose, ça va se retourner contre elle et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'avancée, il y aura pas Mais, d'avancée là à court terme et voilà. mais il n'est pas normal de voir des joueurs qui arrivent à la mi-saison et qui décident de cesser de jouer qui ont déjà, en juin, qui ont déjà des négociations avec d'autres collèges pour transférer la saison suivante, qui négocient des montants. Ce qui est tout à fait illégal, by the way. Si on lit la loi, mais les équipes font, j'allais dire, c'est ce genre de rencontre-là, violent la loi. On a déjà parlé de Michael Mayer dans le temps, qui avait des offres d'Alabama durant tant que tu n'es pas inscrit dans le portail des transferts, il ne devrait pas y avoir de contact. Et il y a des joueurs qui ont exprimé ouvertement avoir eu des contacts. On l'a vu, le quarterback cette année de Nebraska, qui a déjà été approché, ce qu'on pense, c'est Texas Tech, qui a été approché par Texas Tech. Il n'a même pas terminé sa saison. Il est en meeting d'équipe. Il reçoit des textos des autres équipes pour venir jouer la saison suivante. Texas Tech devrait être sanctionné. Puis, ce qui est malheureux dans le pétrole, oui, Nike est très impliqué avec Oregon, mais là, le pétrole est dans Texas Tech. Là, on est loin du NIL qu'on avait espéré, c'est-à-dire qu'un joueur puisse vendre son image. Là, c'est des joueurs qui sont payés par l'université. C'est des professionnels rendus à ce Et niveau-là. puis, t'es pas au bout de tes peines, Christian. On a appris par Pete Thamel que Utah s'apprêtait à accepter un deal de private equity, de capital investissement de 500 millions de dollars, sous un peu comme ce qui se passait avec la LFP en France, sous la forme d'une création sous la forme d'une société commerciale à Utah, où en fait, ce qui va se passer, voilà, des investisseurs vont venir injecter des fonds propres dans, euh, dans les programmes, ces programmes investir comme ils le souhaitent et offrir un rendement à ces fonds qui vont investir leur argent et qui naturellement attendront un retour sur celui-ci. Ça, c'est quelque chose aussi qui va se développer, mais c'est sûr, C'est c'est sûr. Blouko, mais en college football, quoi. Pardon, j'étais obligé de la placer pour Oui, les fans mais, Non, strasbourgeois. mais c'est CVC en fait. C'est ce qui se Ouais. mais passe dans le sport européen, des fonds qui viennent foutre 1 milliard, 2 milliards d'euros en échange d'une partie du capital de la société commerciale qui a été créée. C'est ce qui va se passer avec Utah. C'est oui, qu'avec Utah, Utah aura dans son capital un fonds
qui exigera tous les ans une partie des revenus, ses dividendes Les en fait. dividendes, ouais. Et Mais soyons réalistes, messieurs. Tu sais, Notre-Dame a beaucoup d'argent, là. Si on regarde la dernière classe de recrutement, vous ne parvenez pas à signer 4 joueurs 5 ah, étoiles bien sûr. s'il n'y a pas des dollars derrière ça, là, parce que ces joueurs-là sont sollicités par toutes les universités. Alors, puis, avec le réseau que Notre-Dame a, je ne suis pas du tout inquiet. On peut Non, mais rivaliser, c'est mais pour c'est ça. juste dommage. Soyons critiques, mais aussi lucides. Notre-Dame est une équipe qui bénéficie de ces temps-là dans le college football. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas critiquer, mais on doit aussi reconnaître que Notre-Dame a une situation financière qui est très privilégiée, pour pas dire extraordinaire quand même. Ah Absolument. bah, Et là, à suivre dans les prochaines semaines, parce que je ne veux pas préciser, mais là, vous allez voir une succession de joueurs qui vont annoncer qu'ils s'en vont vers la NFL, qui se déclarent pour le repêchage, c'est sûr. Là, Ça vous va allez être voir, passionnant. ça va être passionnant. L'autre sujet, ben, attendez-vous, on a Kenny Minchie qui a annoncé hier qu'il s'inscrivait sur le portail des transferts. Il va en avoir plusieurs, puisque vous comprenez que si vous signez 27 recrues dans la classe 2026, on doit libérer de l'espace. Fait qu'il y a des joueurs qui devront transférer. Parfois, c'est le joueur qui choisit, parfois on l'aide à choisir aussi. On lui demande qu'il n'y a plus de place pour lui dans l'équipe. Alors attendez-vous à voir des joueurs partir. Tu sais, ces fameux joueurs, des fois, qu'on a très peu vus sur le terrain. Je regarde juste les safeties qu'on a signés dans cette classe-là 2026. Il devrait y avoir des safeties qui vont quitter. Là. Il n'y a plus de place en haut. Et on a deux defensive tackles très intéressants qui ont signé. Ça aussi, il va y avoir des surplus. Les edge, notamment. On ne sait pas encore si Josh Burnham revient. Traoré, il lui reste une autre saison. Mais là, vous regardez, on a deux edges de premier niveau qui s'en viennent dans la classe 2026 et sans oublier qu'on a Bryce Young qui est en plein développement également. Il y a des joueurs qui vont quitter, on n'aura pas le choix. Et c'est le lot des grandes équipes, c'est d'avoir la meilleure compétition possible dans les camps de printemps pour pousser les meilleurs joueurs à leur maximum. Alors, c'est ce qu'on veut. Il y aura sûrement des joueurs. Moi, je m'attends qu'on va aller chercher dans les transferts un DT cette année, encore une fois. Absolument. Probablement un botteur aussi. Je ne veux pas être négatif, mais encore une fois, on devra probablement aller chercher un botteur. Mais pour le reste, on regarde cette classe-là de Notre-Dame, même au niveau des O-line, je ne crois pas qu'on va signer de O-line dans les transferts. Wide receiver peut-être, parce que là, on perd des gros morceaux. Et Greathouse, selon ce qu'on entend, devrait revenir. on a peut-être des très bonnes recrues freshmen qui pourraient intégrer le roster. On peut peut-être transitionner rapidement sur le dernier sujet qu'on avait prévu et sur lequel on reviendra plus en détail dans un futur épisode pour la saison 2. Oui, je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais. Ouais, mais dans la classe de recrutement justement de 2026, deuxième meilleure classe dans le pays, 27 sur 27 en termes de signature, aucun décommit, meilleure classe depuis le début des années 2000. Dans cette classe-là, on retrouve on retrouve 5 receveurs, il me semble, dont deux fils de légende NFL, Devin Fitzgerald et Caden Finley, il me semble. Caden Finley est le joueur à surveiller, qui devrait voir le terrain. J'ai vu des vidéos, mais je pense qu'il va en surprendre plus d'un à Notre-Dame. Excellente main, un bon sens du jeu, qui est capable d'attraper beaucoup de ballons. On pense qu'on devra lui trouver de la place sur le terrain sa première saison. Braden Robinson et Bubba Fraser sont également des joueurs super dynamiques. Et ce qu'il y a de particulier dans cette classe-là, c'est qu'il y a des joueurs élites en défense, mais qui ont joué des deux côtés du terrain. Et on peut parler du safety 5 étoiles, O'Brien, qui est un joueur qui a joué des deux côtés. Il a choisi sa position de jouer safety, mais si le besoin se fait sentir, Joey O'Brien peut aller de l'autre côté et on a le même phénomène pour Kerry Adams, le cornerback, qui est d'un niveau élite également, qui est un 5 étoiles, si je ne me trompe pas. C'est des joueurs qui peuvent jouer. Étoiles, on en a 4. Oui, 4-5 étoiles. Puis là-dessus, on a Aiden Ponce, qui est un cornerback de premier niveau, qui est à la limite d'un 5 étoiles. C'est incroyable. Je vous dirais, il n'y a que le poste de quarterback qui est correct. Puis honnêtement, c'est normal d'avoir Noah Grubbs. Comment je vous dirais, on ne peut pas toujours avoir un quarterback 5 étoiles comme CJ Carr. Ma seule préoccupation de cette classe-là, c'est que j'aurais aimé avoir un quarterback proche d'un CJ Carr parce que Carr, probablement, il lui reste une seule saison. Alors, on avait besoin d'un quarterback pour jouer derrière une saison parce que je ne crois pas que notre futur... On a des bons quarterbacks là, présentement, mais on n'a pas de quarterback
élite pour remplacer CJ Carr. La seule bonne nouvelle, c'est Gerard, que j'ai lu de 2027, qui est en réflexion pour peut-être devancer son arrivée à Notre-Dame d'une saison. Lui serait notre CJ Carr du futur. Question de timing, vous allez me dire, c'est un gros risque, mais il y a au niveau tie-in, on a un tie-in 5 étoiles. Michael Mayer n'était même pas un 5 étoiles. Il faut remonter à très très loin pour avoir un tie-in de ce niveau. Qui a liké notre tweet sur Twitter, on l'a même pas mentionné, mais il a liké le tweet sur les tight ends, mais effectivement, il s'annonce comme une très grosse recrue. Enfin, je pense qu'on va pas forcément rentrer non plus dans le détail pour tout de suite sur la classe de recrutement. On fera un épisode finalement assez prochainement sur à la fois cette classe de recrutement, la fin de la saison, et puis, enfin, pas vraiment la fin de la saison parce qu'elle est finie maintenant, mais un petit peu un bilan sur ce qu'il va falloir en retenir pour la saison prochaine. Et du coup, c'est un petit peu la conclusion, en tout cas, de cette saison 1, si on peut l'appeler comme ça, de Bleu et d'Or, qui se finit malheureusement en ce 9 décembre. Mais on devrait se retrouver très prochainement et très rapidement, début 2026, pour la saison 2 de Bleu et d'Or. Pour la saison 2026 de college football. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose ou on est bon? Un dernier message? On s'est consolés mutuellement, ça nous a fait du bien parce que les Ça fait nouvelles du de bien. Notre-Dame, on n'a pas parlé de basket, mais Marcus Burton, le meilleur joueur de l'équipe de basket, s'est blessé sévèrement également cette Il s'est fait semaine. opérer, j'ai vu. Alors c'est vraiment, ça a été une semaine difficile pour un fan de Notre-Dame. Ceci étant dit, je pense qu'on peut avoir confiance. Je ne serais pas surpris de voir un coach qui nous annonce son départ aussi. Oui, Il va avoir des opportunités, c'est sûr, il faut s'attendre à des départs. Tout à voilà. fait. Bah, on réagira en En temps et temps en heure. voulu. Ouais, Exactement. exactement. Bon, on conclut là-dessus. Oui, On ben, conclut joyeuses fêtes à là-dessus tous. et en espérant que Jeremiah Love C'est ça. gagnera Allez voter le Jeremiah Heisman. Love. Allez voter Jeremiah Love pour le Iceman si c'est pas déjà fait. Et oui, on fera peut-être un épisode spécial Jeremiah Love si jamais on a un nouveau Iceman à Notre-Dame. J'ai l'impression qu'on sera déçu comme quand Théo avait terminé deuxième. C'était un trophée de quarterback. Fait que je regarde ce que le quarterback d'Ohio State, même si je ne suis pas convaincu, parce que je sais qu'il a les outils là, pour bien travailler. Mais puis je sais qu'on va pousser beaucoup du côté d'Indiana. La victoire contre Ohio State va lui Ah donner oui. beaucoup de points. Malheureusement, Love, comment je vous dirais ça? Je ne veux pas faire le bilan de la saison, mais Love, on a encore eu de la difficulté, des fois, des très gros matchs, mais des fois, il disparaît. Puis c'est pas lui, c'est la ligne offensive, des fois, qui ne l'a pas aidé à ouvrir des grands trous. Et ça, ce sera un sujet pour 2026. Notre ligne offensive, on va être dû à une progression significative. Yes. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve début 2026 pour la saison 2. Et d'ici là, même si on ne jouera pas, Go Irish, no matter what. Jusqu'au bout. Exactement. Jusqu'au bout. Merci à tous. Ciao.